Paraît-il que 2025 sera l'année des cryptos. L'Europe qui donne ce taux-là aux banques et les banques, plutôt que de le rendre, elles le gardent. Le jour où on n'arrive plus à payer nos dettes, est-ce qu'ils vont directement récupérer dans les livrets A et les assurances vie ? Il y a eu une rumeur, à un moment, ça s'est enflammé complètement sur les réseaux, où ça a dit « Ah, ils vont piquer nos livrets A pour aller armer l'Ukraine. » Le raccourci, il était fou, quoi. Je suis sûr que vous connaissez ce son. C'est le bruit d'un achat sur smartphone. Qui dit achat dit Black Friday. Enfin, pas pour tout le monde. Parce que pour la communauté poker, ce qu'on appelle le Black Friday est véritablement un vendredi noir. En effet, pour les joueurs de poker, c'est tout sauf une fête. C'est le jour où, au lieu de remplir leur panier et de faire de folles économies, ils ont vu leur compte vidé et leur fonds gelé. Ce fameux vendredi noir du 15 avril 2011 reste gravé comme une véritable catastrophe traumatisante pour la communauté poker. Que s'est-il passé ? On peut dire que tout part de Jésus. Enfin, pas celui que vous croyez. Jésus est le surnom de Chris Ferguson, un joueur de poker professionnel américain qui a remporté le Main Event des World Series of Poker en 2000. Il est l'archétype du Californien des années 70. Grand, fin, longs cheveux bruns, barbe et chapeau de cow-boy. Ce mec est bon au poker et pendant des années, il apparaît qu'il est également bon dans les affaires. En 2004, il cofonde la société Full Tilt Poker qu'on appelle également FTP. À cette époque, il est bon de rappeler que le poker est en plein essor aux États-Unis et que le poker en ligne est encore quelque chose de totalement nouveau. On compte à l'époque quelques grands acteurs du domaine, PokerStars, UltimateBet et Absolute Poker par exemple. Mais très rapidement, Full Tilt Poker devient incontournable, le succès est fou et la plateforme est une véritable machine à cash où chaque jour des centaines de millions de dollars sont échangés. À la fin des années 2000, si vous entriez au Rio Hall Suite Hotel & Casino, cet endroit de Las Vegas qui héberge les World Series of Poker, pendant les World Series of Poker justement, vous remarquiez que la moitié de la salle était remplie de joueurs de poker portant des équipements FTP. FTP est en effet rapidement devenue l'une des plateformes de poker en ligne les plus populaires au monde. En même temps, ça se comprend. Elle a été créée par des figures emblématiques du poker, notamment Howard Lederer, Chris Ferguson et Ray Bitar, et elle offrait aux joueurs la possibilité de jouer contre des professionnels, ce qui a grandement contribué à son attrait. Mais tout n'est pas rose. Déjà, il faut savoir une chose, les jeux d'argent en ligne étaient interdits dans la plupart des États des États-Unis à cette époque. En termes simples, il était techniquement illégal pour les banques d'accepter des transactions de jeux d'argent en ligne et pour les sites de jeux d'argent de fonctionner. À l'époque, il n'existait aucun site de poker réglementé aux États-Unis car le poker en ligne n'était pas légal au niveau fédéral. Mais rappelons également qu'à cette époque, la législation dans le domaine de la tech était, disons, maigre, et que ce soit aux États-Unis, mais partout dans le monde. Donc, en exploitant des failles, des flous ou des vides juridiques de la tech, on pouvait faire n'importe quoi et contourner le système. Et vous savez quoi ? Les gérants de Full Tilt Poker ont fait n'importe quoi. Full Tilt Poker, comme d'autres sites de poker en ligne, contournait illégalement les lois américaines en maquillant les transactions liées au dépôt et retrait des joueurs. Les paiements étaient traités comme s'ils provenaient d'achats légitimes, par exemple d'articles de sport ou de bijoux, afin de tromper les banques et les processeurs de paiement. Mais le gouvernement américain n'est pas dupe et décide de lancer une opération coup de poing en saisissant les noms de domaine et en faisant fermer les sites principaux, dont FTP, dans le cadre d'une enquête sur, je cite, la conduite, le financement, la gestion, la supervision, la direction ou la possession de tout ou partie d'une entreprise de jeu illégale. Le vendredi du 15 avril 2011 donc, au matin, les joueurs de poker américains ont découvert une note inhabituelle sur leur site de poker préféré. Au début, les joueurs étaient confus et comme on pouvait s'y attendre, inquiets de ce qu'il adviendrait de leur argent, en particulier ceux qui avaient des soldes à 6 ou 7 chiffres. Et ils avaient raison de s'inquiéter, car l'enquête révélera finalement que cette plateforme était un véritable système de Ponzi. Il n'y avait tout simplement pas assez d'argent pour rembourser les joueurs. Le modèle économique n'était pas viable sur le long terme et ne reposait que sur un flux constant de nouveaux arrivants. Lorsque des joueurs déposaient de l'argent sur Full Tilt Poker pour jouer, cet argent n'était pas gardé en réserve sécurisée comme une banque le ferait. Au lieu de cela, ces fonds étaient utilisés pour payer les dirigeants et propriétaires de la société, ainsi que pour financer des opérations coûteuses comme le marketing ou des tournois sponsorisés. En clair, les fonds des joueurs n'étaient pas séparés des finances de l'entreprise. Quand un joueur demandait un retrait pour récupérer ses gains par exemple, Full Tilt Poker utilisait les dépôts récents d'autres joueurs pour couvrir cette demande et ainsi de suite.
En 2011, lorsque le gouvernement américain a fermé le site, Full Tilt Poker n'avait plus accès aux nouveaux dépôts, car leurs opérations avaient été suspendues. Cela a révélé un déficit massif de 390 millions de dollars. Full Tilt Poker devait cet argent aux joueurs, mais ne disposait que de 60 millions de dollars en liquidité. C'était la preuve qu'il n'y avait jamais eu de gestion financière solide. L'argent n'avait pas été investi dans des activités productives ou sécurisées pour couvrir les fonds des joueurs. Bref, 11 dirigeants et associés de ces entreprises ont été inculpés pour fraude bancaire, blanchiment d'argent, exploitation illégale de jeux d'argent. Full Tilt Poker a perdu sa licence et a cessé ses activités, laissant des milliers de joueurs sans accès à leurs fonds. Pour au final se faire racheter par PokerStars en 2012, qui a conclu un accord avec le département de la justice américaine pour rembourser l'intégralité des joueurs lésés. Tout est bien qui finit bien. Alors, entre-temps, tout ça a été régulé, et heureusement. Les jeux d'argent et paris sportifs en ligne sont désormais légalisés dans la plupart des États américains, mais également européens. Les nouvelles technologies jouent aujourd'hui un rôle dans l'amélioration des contrôles, de la régulation et de la sécurité, comme par exemple la géolocalisation des utilisateurs ou le Know Your Customer, le KYC. Ce Black Friday du 15 avril 2011 compte comme un jour important, ayant largement contribué à façonner notre ère moderne où la tech, l'argent et les jeux ne sont plus incompatibles et ne sont surtout plus le Far West. Salut Hugo, ça va ? Ouais, très bien, et toi ? Ouais, super. Je suis hyper content de tourner cet épisode format invité avec toi. Parce que je le rappelle, habituellement, je suis seul face à la caméra. Je raconte des histoires simples pour expliquer des sujets complexes. On sort une vidéo une fois par mois et de temps en temps, j'ai un invité, un expert qui va nous parler, qui va détricoter un sujet. Aujourd'hui, on va parler fintech. Toi, tu es dans la fintech. On va expliquer après ce que c'est tout ça. Tu vas nous expliquer ton parcours, d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Ce qui va intéresser les gens, c'est d'expliquer dans quoi ils peuvent faire confiance, dans cet univers qu'est la fintech, et dans quoi il faut se méfier. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y en a de partout. Il y a de l'acronyme à foison. C'est-à-dire qu'on parle de DSP, on parle de RGPD, de KYC, d'open banking. C'est hyper compliqué de s'y retrouver. Ça avance. En plus, avec l'intelligence artificielle, ça avance à une vitesse folle. Donc, on va essayer de vulgariser ça. On se donne à peu près moins d'une heure. Ouais. Moins d'une heure de discussion. On l'a vu, là, il y avait une histoire. On va revenir sur cette histoire et on va essayer de tirer des parallèles avec la situation aujourd'hui. Alors avant de commencer, si tu me le permets, je prends une minute juste pour remercier quelqu'un. Parce que pour ceux qui nous suivent depuis le début, depuis à peu près 6 mois qu'on a créé la chaîne, en fait, on essaye d'améliorer progressivement le contenu de la vidéo. On essaye de faire en sorte de vous proposer du contenu en fait toujours plus haut en termes de qualité. Et on n'est pas des professionnels de la vidéo et on a quelqu'un qui nous a aidés aujourd'hui avec des conseils hyper précieux dans l'éclairage, dans la manière de paramétrer le boîtier, etc. Et ce quelqu'un, c'est Marion Joubert. Donc on vous mettra, c'est une vidéaste professionnelle, indépendante. On vous mettra en fait dans la description de la vidéo ces informations. Je pense qu'elle a un site web ou des réseaux. Enfin, on verra ce qu'on met, mais en tout cas, allez voir son travail parce qu'elle est assez douée. Et un grand merci à toi, Marion, de nous avoir aidé à monter cette vidéo et à mettre tout ce setup toujours un petit peu mieux chaque fois. Allez, à nous. Allez. Je prends mes petites fiches. Donc Hugo, toi, tu as 26 ans. Tu es originaire de Nice, dans le sud de la France, et tu as commencé à entreprendre à 24 ans. C'est ça ? Ouais. D'où ça te vient cette envie de te lancer si tôt ? Je pense que j'avais toujours un peu envie de faire ça. Alors 24 ans, j'ai commencé, c'était surtout quand je me suis associé pour justement la boîte de fintech dont on va parler après. J'ai eu 2-3 expériences avant parce que en fait, j'ai fini mon école d'ingénieur en informatique. J'ai décidé rapidement j'y suis resté 2 ans et demi, mais j'avais fait de l'alternance avant, donc j'ai voulu rapidement essayer de me lancer. J'ai rejoint d'abord un premier média qui parlait de l'entrepreneuriat, donc tout de suite je savais que j'avais envie de me lancer un peu là-dedans. Je créais du contenu, donc moi j'appelle pas vraiment ça de l'entrepreneuriat encore, parce que là je me testais, je voulais voir ce qui me plaisait, etc. J'étais souvent plus derrière la caméra. Et après j'ai aussi monté une petite boîte de finance rapidement, on va peut-être en parler un peu après. Et je considère que vraiment la première expérience entrepreneuriale que j'ai pu avoir, c'est quand même cette fois-ci là, la dernière avec SoWhat, qui est une fintech, et qui vraiment là m'a donné un petit peu le coup de pied, parce que il fallait tout faire de A à Z. Et je considère que ça fait vraiment 2 ans où je me suis lancé sur le projet que je décide de vraiment, on va dire, d'être entrepreneur, même si c'est un grand mot et que je pense que tout le monde se donne sa définition de l'entrepreneuriat, quoi. Mais dès que tu étais étudiant,
Ouais, dès que école j'étais d'ingé. étudiant, je savais que je voulais me lancer un jour. Je pense que j'ai très bien fait de ne pas commencer tout de suite, parce qu'en fait, quand même avoir une expérience dans une boîte, voilà, dans un CDI classique en tant que développeur, etc., parce que j'ai un parcours plus tech, c'est clair que ça aide beaucoup. Ça permet de comprendre des process, de juste de parler avec des gens et de parler surtout avec d'autres collègues, de comprendre comment ça fonctionne. Donc j'ai hésité, juste à la sortie de l'école, à commencer à tout de suite monter ma boîte. Je suis bien content de ne pas l'avoir fait, parce que je pense que ça aurait été trop tôt, et c'est bien d'avoir tous les environnements différents et de vraiment tester au maximum, quoi, surtout à mon âge. Ouais, t'as pas grillé les étapes, quoi. Peut-être un petit peu, parce que je sais que j'ai 2-3 potes qui me disent tiens, ça fait tôt pour commencer sa boîte, même si bon, c'est vrai que maintenant sur les réseaux t'as l'impression que tout le monde est entrepreneur, te parle de routine ou quoi que ce soit. Tu peux vite trouver des mecs de 16 ans qui font déjà des douches froides à 6h du mat. Ça, c'est fou, je crois qu'il y a un nom pour ça, je crois que c'est les kidspreneurs. Les kidspreneurs, ouais. Ils ont 14 ans et... C'est impressionnant. C'est dommage, hein, ils devraient peut-être pas griller les étapes à ce point. Je pense que moi je les ai déjà un petit peu grillées peut-être. Et c'est important d'avoir tous les types de boulot avant, je pense. Ouais. Et je suis déjà allé assez vite, mais bien content déjà d'avoir pris cette direction-là, quoi. Ok. Alors dans FinTech, il y a Fin, on en parlera un peu après, forcément c'est finance, on l'a vu avec l'histoire juste avant. Et il y a Tech. Donc toi, t'as toujours été dans l'univers de la tech, donc t'es ingénieur en informatique, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Est-ce que t'as été attiré par la tech depuis tout jeune, ou parce qu'il y a aussi la communication, les médias, tu disais, t'as fait partie d'un projet, tu faisais partie d'un projet dans les médias, et c'est un truc c'était une certitude pour toi ou pas du tout? Non, pas du tout. La seule partie tech que j'avais, c'était d'être un gros geek et de jouer. C'est souvent ça commence souvent. Et de jouer aux jeux vidéo. Après, j'ai monté ma petite chaîne YouTube pour vraiment me faire sur le montage, etc. Donc peut-être plus l'enfance, c'était plus pour justement ce côté vidéo, production et médias, ou réseaux sociaux, mais pas tant de la tech. Ça a été vraiment, j'ai fait mes 2 ans de prépa près de Nice, et j'ai décidé, quand j'avais eu mes classements, de décider de partir, je sais pas pourquoi, à Clermont-Ferrand, alors que j'étais à Nice. Tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu vas au centre de la France? Mais j'avais vraiment envie, en fait, à ce moment-là, mais uniquement à ce moment-là, de partir dans une école de dev. J'en avais pas fait avant. Donc je pense que l'école est importante, mais en même temps, en fait, surtout dans ce milieu-là, tu as besoin d'apprendre toi-même, de faire de la veille, d'être capable de choper les nouvelles techno pour être à fond et vraiment de maîtriser le sujet. Et ça, t'apprends pas forcément tout en école. T'as besoin vraiment de travailler à côté. Et c'est devenu une passion. Pour le coup, vraiment, maintenant, je suis vraiment content d'être dev, de bosser là-dedans, de comprendre comment ça fonctionne derrière, etc. Et là, pour le coup, je m'arrêterai pas là-dedans, quoi. Donc, c'est en école d'ingé que tu as découvert le dev. Avant, tu n'en avais jamais vraiment fait. T'étais plutôt... Et la chaîne YouTube, rien à voir, mais la chaîne YouTube, elle est encore accessible? Ouais, elle est encore accessible. Ça aura peut-être pas le nom, mais ouais, elle est encore accessible. Tu veux pas qu'on la mette encore? Si. Mais après, c'était vraiment un jeu vidéo sur lequel j'ai poncé. J'ai passé plus de 3000 heures sur un jeu comme ça. J'ai failli... à un moment donné, je me suis dit, passer pro. En terminale, il va falloir arrêter, il va falloir commencer à avoir son bac. Et j'ai bossé à fond, donc ça va. Mes parents sont contents parce que je me suis mis à bosser. Mais ouais, franchement, par contre, c'était vraiment cool. Cette expérience-là aussi, de faire tout seul, pareil. C'est peut-être le seul point avec l'entrepreneuriat. Mais... Ok. Moi, ça m'intéresse le sujet école d'ingénieur parce que c'est surtout en France, on est encore dans un pays où, je trouve que ça se divise, c'est-à-dire qu'on a d'un côté certains qui prônent qu'il n'y a pas besoin d'études en fait pour cartonner dans l'entrepreneuriat, et il y en a d'autres qui disent non, il faut faire les grandes études. Et c'est vrai que c'est difficile de se faire un avis là-dessus. Alors l'idée, c'est pas de cracher sur, ou au contraire de faire une éloge. Tout est toujours nuancé de toute façon, mais qu'est-ce que tu retiendrais de ton parcours en école d'ingé, au-delà du fait que du coup ça t'a fait découvrir le dev? Qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que vraiment tu penses que ça aide, encore une fois, sur l'angle entrepreneuriat, ou est-ce que ça aide pas plus que ça? Sur l'angle entrepreneuriat, je pense pas. Après, moi je pense que c'est plus la prépa qui m'a aidé. Parce qu'on dit souvent que la prépa apprend à apprendre, et c'est vrai. C'est-à-dire que t'es obligé de te bouffer des trucs dont je ne me souviens absolument pas en maths ou quoi que ce soit, sur de la physique, etc. C'est plus un truc que je fais, mais par contre ça m'a appris énormément à apprendre et à savoir
à savoir cravacher juste un sujet. Donc ça, pour le coup, franchement, ça a été super utile. L'école d'ingé, c'est un peu à demi-teinte, je trouve, parce que ça m'a appris beaucoup à faire du social, parce qu'à côté, évidemment, t'as la vie étudiante, donc t'apprends beaucoup de choses. L'école d'ingé en elle-même, c'est un peu... tout dépend aussi si tu savais déjà ce que tu voulais faire. Je pense qu'il y a beaucoup de mes potes qui sont ennuyés en école d'ingé, parce qu'ils savaient déjà ce qu'ils voulaient faire, ils avaient déjà du dev, etc. Et comme moi, je connaissais même mal le dev et la tech de façon générale, ça m'a servi. Mais pour l'entrepreneuriat en lui-même, t'as 2-3 projets, mais c'est des gros TPE, en gros, comme on pourrait tous avoir en bac ou au lycée, mais globalement, c'est pas forcément quelque chose qui est essentiel. Et j'ai des potes qui, eux, peut-être sont pas forcément monté leur boîte, mais qui sont dans des boîtes depuis quasi le début de la création de la boîte, donc ils sont considérés comme un peu des premiers employés, des premiers devs. Ils ont un rôle vachement important parce que finalement, ils connaissent tout le fonctionnel, ils connaissent vraiment comment ça fonctionne. Et on voit bien que finalement, ils font un peu de l'entrepreneuriat d'une manière ou d'une autre. Pourtant, ils n'ont pas fini l'école d'ingé que j'ai fait. Ou alors, ils ont fait une autre école où ils ont juste fait 2 ans, un bac+2. Et finalement, ils s'en sortent très bien, très bon salaire, ils s'éclatent surtout. Ils ont un peu de part dans la boîte parce que voilà, ils sont là depuis longtemps. Donc c'est vraiment à demi-teinte. Je pense que tu n'as pas forcément besoin, mais ça t'apprend quand même à être rigoureux, quoi. Ça, c'est sûr. Parce que ce qui se dit aussi, c'est que les écoles d'ingé, elles sont faites pour formater des gens pour arriver dans les grosses boîtes derrière. Ouais. En tout cas, dans le monde de la tech, je fais une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, c'est que dans le monde de la tech, on a globalement les startups. En fait, on reviendra un peu après dessus. On a les ESN, donc c'est plutôt des entreprises spécialisées dans le numérique qui répondent aux besoins d'externalisation des grosses boîtes. On prend par exemple Michelin, tu parlais de Clermont-Ferrand. Michelin, c'est une très grosse boîte, ils peuvent pas se permettre des fois ils ont des gros pics de charges, ils peuvent pas se permettre de recruter 40 devs pour un projet pendant 6 mois, puis après on en fait quoi? Donc là, ils font appel à des grosses ESN, et après on a tout le monde des studios et des agences, quoi. Donc ça, c'est plutôt des TPE ou des PME. Et c'est vrai que ce qui se dit beaucoup, c'est que les écoles d'ingé préparent soit à rentrer dans les grosses boîtes directement, soit à rentrer dans les ESN. Et Michelin, c'est un très bon exemple parce que, moi je trouve que c'est un bon cas d'école. Parce qu'en fait, Michelin, à Clermont-Ferrand, c'est un peu une institution. En fait, ils ont 3 centres de R&D, de recherche et développement partout dans le monde. Ils en ont une à Clermont-Ferrand. Ah, c'est fou. J'ai jamais compris pourquoi ils étaient là-bas, mais je pense que c'est historique. Je me ferai taper les doigts, c'est comme je sais pas. Mais c'est clair qu'ils récupèrent, je pense, au moins un tiers de la promo dans laquelle j'étais. Ah ouais. Tellement ils ont besoin de monde, ils ont besoin d'étudiants qui ensuite deviendront ingés. Et qui beaucoup finissent effectivement dans une ESN, donc ils sont aussi recrutés, donc ils font de la presta, etc. Et c'est de la carrière. Pour moi, ça reste vraiment carriériste. On s'éloigne de l'entrepreneuriat. On s'éloigne un peu plus de l'entrepreneuriat. Et et surtout que ça plaît à des gens, ça plaît vraiment à des personnes. C'est pas trop mon truc, mais par contre ils font énormément attention effectivement au diplôme d'ingé et aux différents diplômes qu'on peut avoir, quoi. Là où une startup, tout dépend comment tu te débrouilles, hein. Si tu arrives bien à te vendre, si tu as un beau portfolio, quoi que ce soit, ou des belles expériences à vendre, avant c'est toujours plus simple. Parce qu'il y a une vraie différence. Ça, c'est énorme. De toutes les personnes avec qui j'ai pu parler de ça, il y a une vraie différence entre avoir des responsabilités dans une grosse boîte par rapport à créer sa toute petite boîte. Ouais. C'est un monde entre les deux. Et alors, je sais pas si on peut dire qu'il y en a un qui est plus difficile que l'autre, parce qu'au final, c'est un job qui n'a rien à voir, mais il y en a beaucoup qui se cassent les dents en créant leur boîte parce qu'ils pensent que ça... Parce qu'avant, ils étaient, je dis n'importe quoi, même directeur commercial monde d'Apple, ou j'exagère un peu, mais en gros, ils avaient des très gros postes dans des très grosses boîtes, donc ils se disent, c'est bon, je suis capé, là, je suis prêt à tout, j'utilise le stress, je me l'étale en crème visage, tu vois, tellement c'est simple, tellement c'est tous les matins comme ça. Et en fait, ils créent leur boîte sur 2, et là, ils se rendent compte qu'en fait, il y a des challenges auxquels ils n'ont jamais été confrontés. Et je sais plus où je voulais en venir avec ça, mais c'est une remarque que je partage avec toi. C'est la plus grosse changement. Parce qu'en fait, c'est un autre job encore que de bosser dans des boîtes. Ah si, je me rappelle pourquoi je parlais de ça, c'est que je voulais parler de l'univers startup.
on entend beaucoup le mot startup. Faut se dire un truc. Comment dire, je fais encore une fois une autre mini parenthèse sur qu'est-ce qu'on appelle startup. C'est l'objectif de la chaîne, c'est de raconter des histoires, mais c'est aussi de vulgariser un peu ce qui se dit. Startup, en fait, c'est à la base. Alors, on associe beaucoup startup avec le monde de la tech. Pourquoi ? Parce qu'à la base, le monde de la tech était difficilement finançable. Les banques, en fait, elles n'avaient pas de problème historiquement à financer du matériel, du mobilier. Si j'ai besoin, en ce moment, on parle beaucoup de padel, qui est le sport à la mode. Si je veux créer mon truc de padel et que je veux créer 4 cours de padel, je vais avoir des banques qui vont me suivre parce que c'est au pire, si moi je coule, elles récupèrent les cours, le terrain, etc. Par contre, dans le monde de la tech, c'est une catastrophe. Ça devient plus difficile. On l'a vu aussi avec l'histoire que j'ai racontée juste avant. Il y a des dérives dans tous les sens. Les banques, elles ne maîtrisent pas vraiment cet univers-là, donc elles sont très frileuses. Donc le monde de la tech, il s'est organisé différemment et ils ont essayé de trouver des financements ailleurs. Et notamment, ils ont trouvé des financements avec, alors il y a tout, moi je suis pas un gros expert de ça, mais en gros il y a les levées de fonds, ce qu'on appelle le pré-seed, le seed, il y a tout ce qui est private equity, enfin, il y a tous ces sujets-là, et en fait ça c'est des méthodes de financement pour répondre en fait à ce que les banques n'arrivent pas à faire. Bon, je suis un peu long dans mon histoire, et en fait ce qu'on appelle startup, finalement c'est ça, c'est-à-dire une boîte qui se crée avec un financement qui n'est juste pas traditionnel banque. Et très souvent, la startup, elle a cette caractéristique, c'est que, alors c'est pas forcément que la tech, mais elle a cette caractéristique, c'est que au début, on démarre avec très peu de tout, très peu de personnes, très peu de moyens. Ouais. Globalement, c'est les cofondateurs en fait qui se démerdent et qui font tout. Ouais. C'est là où je veux en venir. Et j'aimerais bien que tu me racontes ton expérience par rapport à ça. Parce que startup, c'est un mot qui fait rêver, tout le monde se dit start-upper, mais en fait, il y a un vrai sujet. Et ensuite, on a un besoin, en fait, quand on est tout petit et qu'on a des grandes ambitions, on a un besoin de très vite scaler, en fait. On a besoin d'avoir des très gros financements pour atteindre l'ambition qu'on veut pour cette boîte-là. Donc voilà, c'est tout le terme startup, c'est de la fusée qui décolle, quoi. Et on a besoin de beaucoup de carburant au début. Et c'est pour ça que je parlais de les entrepreneurs qui sont à la base des grands dirigeants de grands groupes et qui deviennent start-upers. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, et on comprend pourquoi, je crois, il y a 9 startups sur 10 qui crèvent au bout de 3 ans. Donc toi, on va parler de ton sujet. T'as créé donc une startup dans la fintech. Ouais, une startup, franchement, dans la définition, je pense même de. On est dans la définition pure, parce que tout le monde se dit startup. Tout le monde a sa définition. Tu partages déjà cette définition. Ouais, totalement. Ouais. Mais je pense que oui, c'est vraiment chacun a sa propre définition. Pour moi, si t'as pas un moment donné, tu galères pas à trouver ton business model, à trouver qui recruter, à trouver de l'argent. C'est pas que t'as pas vécu une startup, mais en tout cas, moi, c'est l'image que je me fais. Je suis en plein dedans avec mon associé. C'est exactement, on galère à trouver de l'argent, on galère à trouver des gens qui veulent bien nous suivre, en fait, parce que c'est vraiment une histoire que tu racontes pour moi. Et il faut être résilient, etc. Et moi, c'est exactement ce que j'ai envie de vivre. Je sais pas si ça fonctionnera, mais c'est le principe même de se lancer. Et bon, je suis très partisan tu fais des échecs, tu fais des erreurs, mais en fait, t'apprends. Et donc, obligatoirement, t'as gagné, quoi. Parce qu'une start-up, par définition, elle peut pas se construire progressivement. On peut pas dire au début, on démarre avec ce qu'on a, puis on gagne 3 sous, puis avec ces 3 sous, on les réinvestit, puis on gagne 6 sous. C'est pas une start-up, ça, c'est une entreprise classique, en fait. Ouais, c'est une entreprise classique, et puis ça représente pas toutes les boîtes, quoi. C'est sûr, quand t'entends l'histoire d'Amazon qui, Jeff Bezos a réinvesti absolument tout son argent pendant des années pour devenir ce qu'il est maintenant, ça représente pas toutes les boîtes, et c'est vite, les startups, c'est tellement différent à chaque fois, tellement d'histoires différentes que... Ouais, et puis les histoires qui sont racontées a posteriori, je me méfie. C'est toujours un peu facile. Ça me fait penser à l'histoire d'NVIDIA, où NVIDIA au bord de la crise dans les années 80-90, et le patron, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, j'ai $30,000 là dans la boîte, je vais tout foutre au poker. Au poker, ouais. L'histoire est folle. Et en fait, il gagne 1 million, je crois, qu'il remet dans sa boîte. On peut y croire, hein. Mais déjà à cette époque il n'y avait pas de caméra. Je crois que c'est une mais légende. surtout que voilà, c'est vrai que là pour le coup, en plus c'est vraiment un cas pour 1 million, quoi. Ouais. C'est un peu compliqué, et je pense que le vrai entrepreneuriat et la vraie start-up, c'est tu galères, et en vrai personne ne le sait, tu galères juste tout seul avec ton associé, et puis c'est ça que t'aimes bien aussi, quoi. Et c'est ça que tu vas nous raconter, parce que moi c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui t'intéresse. Déjà, fintech, on parle de quoi ? Fin pour finance, tech pour technologie, est-ce que tu peux détailler un peu Ouais, la fintech, ça reste quand même assez large.
Évidemment, c'est de l'anglais parce qu'en France, on est incapable de définir des mots en français pour ce genre de choses. Même startup, on est obligé d'utiliser un mot anglais. En français, ça donnerait technofinance, non? Ouais, c'est pas très beau. Hein. Et du coup, ouais, les fintechs, c'est vraiment un domaine très large qui est lié à la finance de manière générale. On peut vraiment parler de tout ce qui est crypto, jusqu'à la finance en termes bourse, en termes de finance. Bon, on a peut-être plus l'image de Wall Street, mais globalement, c'est assez large. C'est tout ce qui va à un moment donné gérer au domaine de la finance. Donc, pour le coup, par exemple, SoWatt, l'entreprise que je suis en train de monter avec mon associé, on est vraiment sur de la gestion de finances personnelles. Donc, à ce moment-là, pour moi, c'est de la fintech comme Trade Republic, par exemple, qui te permet d'acheter des actions en bourse, et aussi de la fintech, et comme Coinbase, par exemple, qui est une plateforme pour échanger des cryptos. C'est pareil, ça reste de la fintech, c'est assez large. Mais il y a plusieurs domaines, et la fintech est quand même un des domaines les plus gros en France, et en termes de financement aussi. Même si la medtech, qui du coup est celle de la médecine, touche encore plus de monde, de la santé. Mais ouais, c'est un gros domaine quand même. Un gros volet. On fera un petit jeu, j'ai préparé un petit jeu après où je te dirai un nom de boîte ou de projet. Tu me diras fintech. Ouais, au moins on saura un peu plus. Comme ça permettra de un peu situer. mieux. Ouais. Donc ton projet s'appelle SoWatt, ouais. tu l'as dit un peu tout à l'heure. T'as commencé à le pitcher rapidement, t'as dit gestion de finances personnelles, t'as pas dit plus. Est-ce que là, si je te donne 2 minutes, tu peux convaincre les gens qui regardent? On fait le pitch. T'as 2 minutes pour pitcher. Alors, SoWatt, c'est une application gratuite sur iOS et Android qui vous permet de pouvoir gérer vos finances. Le but, c'est d'abord, dans un premier temps, de pouvoir connecter tous ces comptes bancaires via l'open banking. On en parlera peut-être un petit peu après, mais c'est des réglementations européennes qui jouent le jeu et qui nous permettent du coup de vous laisser connecter les comptes bancaires, d'accéder juste au solde des comptes bancaires, des transactions, etc. et de pouvoir se créer un patrimoine complet. L'idée, c'est aussi de pouvoir proposer de connecter son livret A, son assurance vie, et puis aussi son patrimoine, son immobilier, ses voitures, etc. pour avoir une image complète sur SoWatt de son patrimoine. Et dans un deuxième temps, ça nous permet de gérer à la fois un budget, combien tu gagnes, combien tu dépenses, de le suivre au jour le jour. Et puis en même temps, surtout, c'est ça qui est un petit peu novateur avec SoWatt, parce que peut-être qu'on a déjà entendu parler de Finari ou de Banking, c'est nos plus proches concurrents, si on peut appeler ça des concurrents, même si on ne se définit pas comme eux. Mais l'idée, c'est en plus de ça, pour SoWatt, d'amener la catégorisation de l'épargne. Parce que si on te dit que ta banque te dit tu as 10 000 euros sur ton livret A, est-ce que c'est vrai, sachant qu'il faut que tu payes 1 000 euros à la fin du mois en impôts, 500 euros pour la taxe foncière? Tout de suite, ces 10 000 euros en fait, sont à relativiser, et catégoriser cette épargne, ça devient vraiment important, surtout maintenant où les gens ont de plus en plus envie d'épargner, parce que l'avenir est tellement incertain parfois qu'on se demande si c'est pas mieux d'économiser maintenant pour plus tard. Et donc on pense vraiment qu'il y a un rôle à jouer là-dedans. Ouais, ce qui est fou, c'est que alors là, tu as cité Banking et Finari. Alors moi, je connais surtout Banking, ça fait plus de 10 ans que j'utilise. Ouais. Finari, je l'ai découvert parce qu'ils font beaucoup de création de contenu. Ouais, beaucoup. Ouais. Ça, c'est un sujet aussi dont on parlera juste après. Ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, vous avez la fonctionnalité que on ne trouve nulle part. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé ça nulle part. C'est je possède combien en prenant tout en compte. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a le salaire. Mais le salaire, ça représente déjà, ça correspond pas à du patrimoine. Et après, il y a quoi? Il y a le livret A, mais en fait, même ça, on n'a pas grand-chose. Alors, Banking, il le fait un peu, c'est-à-dire qu'il arrive à synchroniser livret A, etc. Mais il y a jamais personne qui s'est dit comment je fais pour avoir tout mon patrimoine au même endroit. Je pense que 100% des gens gèrent tout sur Excel, quoi. Avant cette appli. Ouais, mais c'est des gens qui sont un peu geeks, qui aiment bien ce genre de choses. Et justement, nous, on aimerait bien ne pas parler aux geeks, c'est-à-dire parler à des gens qui n'ont pas l'habitude de gérer leur argent, et on est un peu persuadé que c'est parce qu'il n'existe pas encore l'outil parfait. On espère l'être, mais évidemment c'est notre rôle aussi, mais on pense que c'est parce qu'il n'y a pas l'outil parfait que les gens finalement décident de pas forcément gérer leurs finances. Généralement, 3/4 des gens en France, c'est j'ai assez sur mon compte courant, je vois qu'à la fin du mois j'ai toujours de l'argent, donc ça veut dire que je gagne plus que ce que je dépense, basta, et c'est tout. Et il y en a qui n'arrivent même pas à répondre à la question combien je dépense. Ouais. Et c'est un vrai sujet, je pense. Et il y a une fois, vous avez fait une story, je crois, sur Insta, enfin sur les réseaux. C'était le patrimoine moyen
selon les populations, selon les pays. Donc il y avait les États-Unis, il y avait l'Europe, la France, etc. Enfin non, il y avait peut-être des moyennes européennes, je me rappelle plus. Mais et ça, je me suis dit, je vais faire un petit jeu, un petit test. Genre tous les gens que je connais, je vais leur poser la question. Il est de combien ton patrimoine, ouais. Et je leur ai posé la double question. Je leur ai dit, il est de combien ton patrimoine? Mais au sens large, hein, financier, immobilier, mobilier, tout. Il est de combien ton patrimoine? Et ta part à toi uniquement. Parce que c'est ça qui est assez fort. C'est que aussi de ça. Souvent, les personnes en couple, ils me lâchent un patrimoine, mais pour deux. Alors, en fonction du statut marital, etc. Ça change. Ça peut changer, mais surtout en fonction de s'il y a séparation. En fait, c'est pas c'est à l'instant T et c'est pas valable. Les réponses qu'ils m'ont données, c'est aussi. Peu valable. Ça dépend de beaucoup de choses. Et puis il y a ceux où ils sont totalement séparés, mais ils ont quand même quelques trucs en commun. Et en fait, 100% des gens se sont gourés sur la réponse. Alors, j'ai pas été vérifié, mais quand j'ai creusé avec eux et que j'ai dit mais ça, c'est quoi? C'est quelque chose que t'as avec ton compagnon, ta compagne, etc. Ah oui. Ah, donc toi, t'as que la moitié. Ah oui. Et puis, la banque t'a pas encore remboursé. Donc, en fait, ça, faut le déduire. Et en fait, je me suis rendu compte que 100% des gens n'avaient pas du tout conscience du patrimoine. Ils avaient une vague idée comme ça. Et je suis assez choqué, je dirais, que des applis aussi grosses comme Bankin, comme Finari, etc. ne proposent pas ce truc-là. Et j'ai envie de dire, enfin, il y a une appli qui le propose. Parce qu'avant ça, c'est quoi? C'est du Excel. Avant ça, c'est du Excel, ouais, et c'est des gens qui notent soigneusement sur un papier et qui savent exactement combien ils en sont sur leur crédit, combien ils en sont sur leur maison, est-ce qu'ils la font estimer assez souvent. Enfin, ça devient un petit peu chronophage et surtout, ça prend du temps, quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui ne font pas Excel. Et moi, le premier, hein, je fais pas forcément sur Excel parce que ça prend trop de temps. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, je fais souvent le rapprochement, avec Waze, par exemple. Tout le monde a besoin à un moment donné d'un GPS parce que tout le monde a une voiture. Et pour la fintech, pour cette partie-là, c'est pareil. Tout le monde a besoin de gérer son argent parce que tout le monde a de l'argent d'une manière ou d'une autre. Et Waze a réussi à absolument pénétrer le marché et à gagner toutes les parts parce que l'outil est parfait. En moins de 2 clics, tu sais exactement où est-ce que tu vas et dans combien de temps tu arrives. Il y a un problème peut-être encore dans la fintech où le marché n'est pas totalement mature, les lois européennes avancent peut-être pas comme il faut, etc. Mais il y a besoin justement d'un outil qui peut répondre à ça, quoi. Après, j'allais le dire, il y a un gros problème d'éducation financière en France. Ouais. Alors, je sais pas l'état des pays européens voisins, mais en France, l'éducation financière, c'est presque... J'ai un sujet d'ailleurs à ce sujet, peut-être même un peu polémique, tu me donneras un peu ton avis, mais... Vas-y. Mais avant d'aborder ce sujet... t'en es où aujourd'hui? Donc t'as un associé, c'est ça, Raphaël? Vous êtes que deux dans la boîte, d'où l'intérêt aussi d'où le principe de faire une start-up et de tout faire en fait. Et de tout faire vous-même. Donc vous êtes au four et au moulin. Aujourd'hui vous en êtes... Alors j'ai 2 questions. Aujourd'hui vous en êtes où de ce projet? Premièrement. Et deuxièmement, c'est quoi les plans futurs? Ça fait à peu près 1 an qu'on s'est associés. Pour la petite anecdote, on s'est rencontrés sur cofondateur.fr. Okay. C'est vraiment le Tinder. C'est pas sponsorisé. Hein, non, mais c'est juste, ça me fait rire. C'est la manière dont on peut le raconter. Moi, ça me fait rire. C'est que c'est un Tinder des cofondateurs. C'est-à-dire que vraiment, moi, je me mets en tant que tech sur le site. Et la partie plus commerciale et ceux qui ont le profil un peu plus commercial et ceux qui ont des idées, généralement, payent pour accéder à la base de données des techs, quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être une meuf sur Tinder. Donc toi, t'as pas payé. Moi, j'ai pas payé. Ah ouais, toi, t'es la meuf sur Tinder. Voilà. Moi, on me harcèle pas, juste on me demande si les idées me plaisent, quoi. Mais voilà, vraiment, on s'est rencontrés comme ça il y a à peu près 1 an et demi. Et il est venu avec une idée, il est venu avec des maquettes, etc. Et on est passé d'une idée un petit peu complexe, etc. où justement, on s'est dit, il faut absolument simplifier les apps et les apps de gestion de finances. Et ça fait à peu près maintenant 9-10 mois que j'ai commencé le dev tout seul sur mobile. Okay. Et là, l'application vient de sortir il y a un peu plus de 2 semaines sur iOS. On attend encore pour Android. Ça fait partie du jeu de devoir un peu dépendre aussi d'Apple et de Google sur ces points-là. Mais voilà, c'est vraiment les derniers. Ça vient de sortir il y a vraiment pas longtemps. On est content des résultats. On commence à avoir un petit peu d'utilisateurs, etc. Mais c'est tout frais et donc on va voir aussi comment ça réagit, quoi. Ok. Les plans futurs? Et les plans futurs, ils vont vite être... L'argent. L'argent, non mais voilà, je sais pas comment le dire, mais globalement l'argent, en fait, on se laisse 6 mois, 7 mois
pour faire un peu un coup de poker, justement, pour savoir comment on peut réussir à un petit peu craquer cette partie-là, réussir à lever de l'argent, parce qu'on a besoin de fonds. À un moment donné, en fait, on est partis tous les deux avec un peu d'argent, mais c'est pas assez pour lever une entreprise comme ça. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Franchement, de toute façon, quoi qu'il arrive, on aura appris plein de choses. Et vraiment, l'idée, par contre, c'est de pousser à fond, là, pendant les 6-7 derniers mois, de tester, d'avoir des retours utilisateurs et d'aller chercher du monde, quoi. C'est beaucoup de relationnel aussi à ce moment-là. Là, en fait, pour moi, on a même passé l'étape facile pendant 1 an et demi. Autant j'ai galéré sur le développement parfois, parce qu'évidemment, tout seul, parfois, c'est un peu complexe, même à plusieurs. Et après l'avoir fini, je me suis dit, bon, bah en fait, j'ai fait la partie la plus simple. C'est-à-dire qu'on sait pas. Évidemment, on a demandé à des utilisateurs de nous dire ce qu'ils en pensent, mais en fait, c'est le moment où il faut vraiment se confronter au marché. Donc, c'est la partie la plus compliquée, quoi, parce que là, tu maîtrises plus rien. Et la plus stressante, parce que potentiellement, faut réussir à mettre son ego de côté, voilà, parce que le marché a toujours raison. Après, tu peux peut-être créer un petit site de poker, faire un petit Ponzi. Et, je crois que c'est régulé maintenant. Enfin, quoique les Ponzi, il y en a qui fonctionnent encore. Hein, donc... Justement, tu parles de régulation. J'avais noté une question, c'est est-ce que argent et tech, c'est fiable aujourd'hui, ou est-ce que c'est forcément dangereux? Mais en fait, cette question, je vais la poser autrement, et ça permettra de comprendre aussi pourquoi vous avez besoin d'argent. Parce qu'en fait, tu l'as dit, l'appli, elle est gratuite. Il y a un moment, aujourd'hui, plus rien n'est gratuit. Surtout que là, il y a un sujet... Quand on parle finance et quand on parle de tech, on parle de sécurité, forcément. Je crois que personne n'a envie de mettre ses infos bancaires dans un truc un peu louche et de se faire siphonner son compte. Il y a un truc qui change pas mal la donne, c'est l'open banking. Je pense que je le dis bien. Est-ce que tu peux nous résumer en 2-3 mots en quoi ça consiste, en quoi ça coûte de l'argent et en quoi d'un côté ça sécurise tout? C'est un cas d'usage bien précis, nous, qu'on utilise dans l'open banking, mais qui finalement permet beaucoup de choses. En fait, l'open banking, c'est la dérivée d'une loi européenne, la DSP2. Donc à l'échelle de l'Europe, l'Europe a décidé, il y a à peu près 4-5 ans maintenant, que le profil financier d'une personne, les données bancaires d'une personne, n'est plus la propriété d'une banque, de la banque qui a les comptes communs, les comptes courants de la personne, mais de l'utilisateur en lui-même. Donc en fait, ça veut dire que l'utilisateur, s'il le demande, il a le droit de récupérer ces données auprès de la banque. Et en fait, du coup, cette chose-là, quand elle est appliquée, du coup, il faut évidemment attendre qu'une loi européenne à peu près sorte, soit votée. Il faut attendre à peu près 2 ans pour une application concrète dans les pays. Donc parfois, ça prend un peu de temps. Et en fait, ça permet à des applications du coup tierces, comme Finari, comme Banking, comme SoWat, comme même peut-être Trade Republic, qui peuvent utiliser d'une manière ou d'une autre cet open banking. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir passer d'aller demander aux banques, une par une, est-ce que je peux récupérer les données de l'utilisateur? Cet utilisateur m'a demandé, j'ai besoin d'accéder à mes comptes, de voir mon solde, etc. Je vous autorise, vous, SoWat, à aller récupérer les données bancaires pour que je puisse les consulter sur votre app. Évidemment, en fait, il faudrait aller voir toutes les banques, une par une, pour leur demander de s'intégrer correctement avec eux, etc. Ça demande un boulot monstre, parce que en banque, en France, on peut au moins dire qu'il y a une centaine, voire plus, d'établissements bancaires différents. Et en fait, ça devient un challenge vraiment technique, incapable de faire tout seul. Et surtout que finalement, il y a des acteurs qui ont décidé de vraiment jouer le jeu et de s'occuper du coup d'aller demander à chaque banque de se connecter pour ensuite proposer une sorte d'API, donc une application bien propre sur lesquelles on peut demander la donnée, et en fait nous on a juste à se plugger à ce prestataire-là. C'est un tiers de confiance. C'est un tiers de confiance qui est connu en France, qui s'appelle Powens, qui est français. Qui est français, qui est connu des banques avec qui ils discutent, et du coup les banques finalement préfèrent ne pas parler à des acteurs comme SoWat directement, mais bien à des prestataires qui sont certifiés et qui eux, on sait exactement ce qu'ils vont faire de la donnée. Et donc en fait, à chaque fois que vous vous connectez sur SoWat, en fait finalement vous ne vous connectez jamais directement vos comptes bancaires sur SoWat. On n'a jamais accès en fait aux
au compte, enfin aux données, identifiants, ouais. on va dire, pour se connecter. On passe directement sur Internet qui est redirigé sur une page sécurisée de Powens. Et en fait, c'est là que ça va faire la bascule avec votre appli bancaire pour se connecter. Donc en fait, c'est sécurisé et c'est pas plus mal, sauf que c'est difficile à expliquer peut-être à n'importe qui. Et c'est pour ça, je pense que il y a les applications de ce type-là, elles n'ont pas encore totalement pénétré le marché et réussi à exploser. Il y a aucun acteur qui aujourd'hui peut se dire tout le monde me connaît en France pour gérer ses finances, etc. Parce que voilà, je vous ai parlé d'open banking, je vous ai parlé de finance, d'open finance aussi. C'est la suite logique de Powens. Donc en fait, il commence à y avoir beaucoup d'acteurs et dès qu'il y a trop d'acteurs, dès qu'un marché est trop compliqué, les utilisateurs finaux qui ne s'intéressent pas directement à ça, ça devient trop compliqué et ça prend du temps pour justement les éduquer, quoi. Ouais, parce qu'en première lecture, l'open banking, en fait, si je comprends bien, ça force les établissements financiers et bancaires à ouvrir leurs données, donc à mettre à disposition les données de leurs clients. Sauf que en première lecture, ça paraît cool, mais on se dit c'est le Far West, quoi. C'est la Bérésina. Mais moi, mes données, je veux pas que n'importe qui pardon, mais je veux pas que le premier étudiant d'école d'ingé crée sa petite app et me dise vas-y, connecte-toi, t'inquiète. C'est ça, c'est le gros problème. Et les banques non plus d'ailleurs, parce que les banques non plus, le truc c'est qu'avant elles avaient tout avant pour elles, et c'est vrai que du coup là elles sont obligées de l'ouvrir. Donc évidemment, les banques, c'est souvent avec des inerties énormes, avec des normes de sécurité, etc. Donc en fait, ça prend énormément de temps pour que les banques veuillent bien jouer le jeu, même si réglementairement parlant, elles n'ont pas le choix. C'est juste que ça prend du temps et je peux comprendre des deux côtés à un moment donné, que ce soit l'utilisateur ou la banque, qu'ils n'aient pas forcément envie que ça change, quoi, que le statu quo qui existait depuis des années change, quoi. Ouais, parce que qui dit ouvrir les données dit attention danger, quoi. Attention là, c'est au niveau de la sécurité. Et c'est là où finalement c'est bien foutu. Et c'est important que les gens comprennent, c'est que l'open banking, ça force les institutions à délivrer les données, mais par un tiers de confiance. Ouais. Donc le tiers de confiance, en l'occurrence là, c'est Powens. Il y en a d'autres, j'imagine. Il y en a d'autres, ouais. Et Powens, c'est pas gratuit, bien sûr, parce qu'eux, ils font du boulot et ils font un gros boulot parce qu'eux, ils connectent. On parle des banques, mais je répète, c'est important, c'est le patrimoine au sens large. Donc il faut aller chercher les placements, les produits structurés, il faut aller chercher, le micro. Il faut aller chercher les placements, les produits structurés, il faut aller chercher les livrets, il faut aller chercher les crédits, il faut aller chercher tous les produits financiers. Ouais. Et donc aussi les portefeuilles crypto, pour connecter le nombre de plateformes qu'il y a. Ça fait un paquet de monstres. Donc eux, ils sont payants. Et nous, vous devez les payer, même si... Ça répercute directement sur du coup, ces fameuses applications tierces comme SoWat. Et on est obligé du coup de payer très cher pour justement être capable de continuer chaque mois, pour chaque utilisateur, de payer chaque utilisateur un token d'accès à Powens et donc garder la connexion avec les banques. Et c'est ce besoin-là qui est difficile de toute façon à pouvoir rentabiliser dès le premier jour, quoi. Il faut du volume. Et qui demande vraiment d'avoir du volume, parce qu'évidemment, leur intérêt avec Powens par exemple, et c'est tout à fait normal, c'est de pouvoir faire payer cher à l'entrée les 1000, 10 000 premiers utilisateurs, mais tout de suite, quand tu leur proposes une vente en gros, d'une manière ou d'une autre, d'un rachat en gros de 100 000, 200 000 utilisateurs pour que tu puisses connecter 200 000 utilisateurs aux banques, tout de suite ça les intéresse un petit peu plus parce qu'eux ils vont faire du volume et évidemment ils diminuent énormément le prix par utilisateur. Mais il faut arriver à ce niveau-là et c'est là vraiment pour nous, ce que je te disais, ce fameux coup de poker qui pour nous va nous demander à un moment donné, là on paye de notre poche ces 1000, 10 000 premiers utilisateurs, à un moment donné il va falloir qu'on puisse passer à l'étape d'après et ça... Mais c'est une barrière à l'entrée logique parce que, bien sûr. Encore une fois, on parle de finance. Aujourd'hui, c'est régulé et heureusement. Heureusement que ça paraît même normal. Clairement. Et donc, heureusement que c'est pas n'importe qui peut lancer sa fintech. C'est un domaine comme la médecine, tu l'as cité. Le sujet de la finance, de la banque, c'est un domaine qui doit être sécurisé. Et qui dit être sécurisé dit barrière à l'entrée. Donc en fait, pour vous, c'est un gros challenge. Il faut être hyper motivé de se lancer dans la fintech. Mais par contre, heureusement d'un côté, et je trouve que c'est de nature à rassurer les gens qui voudraient tester par exemple SoWat. En fait, vous n'avez pas accès à nos données. Vous, même si vous avez accès aux bases de données parce que vous avez construit le produit, mais vous n'avez pas accès à nos données. Et du coup, il y a toute la confidentialité. Je pense que c'est important de le dire et de le redire parce que ça peut freiner.
Moi, de prime abord, je me rappelle, il y a 10 ans, quand j'ai lancé Bankin, je me suis dit, où est-ce que je mets les pieds? Ouais. Non, mais Le gars, il me demande mes identifiants et j'avais pas compris qu'il y avait... Pourtant, c'est Powens aussi, je crois. Et j'avais pas compris qu'il y avait un tiers de confiance. Donc, mais il y a un sujet qu'on a commencé à aborder tout à l'heure, c'est l'éducation financière en France. Moi, je pense que c'est un très très vaste sujet et il y a une enquête de l'OCDE publiée en 2024, donc c'est tout récent, qui donne une note quant à la culture financière des Français. Et la note en question, elle est de 12,45, c'est précis, de 12,45 sur 20. Ok. De mon point de vue, c'est pas terrible. Ah, ouais, c'est un peu plus que la moyenne. On connaît pas trop les critères. Enfin, je sais pas si tu les as, mais ouais, on connaît pas forcément les critères. Je suis pas allé chercher aussi loin. Par contre, moi, ce qui me turlupine, c'est que la finance, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même ce qui régit notre quotidien. Ouais. Sans finance, il y a rien. Et je pense qu'on devrait mieux maîtriser ce sujet que les maths ou le français. Je ne sais pas ton avis là-dessus, mais la finance, pourquoi ça n'est pas étudié à l'école? Bah ça, c'est un gros sujet. Big up à Mounir, le CEO de Finari, qui justement se bat, quand tu l'entends dans ses podcasts, il se bat justement à réussir à faire comprendre que c'est un vrai sujet. Et je partage pas mal l'avis parce que il y a besoin d'expliquer, et comme je t'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs et ça devient vite compliqué en fait pour n'importe qui de comprendre ça. Si tu te penches pas dessus, en fait, tu n'as pas forcément conscience. Et ouais, c'est s'éduquer financièrement et juste de savoir déjà combien. Enfin, c'est vrai qu'il y a des questions qui sont assez bêtes, mais de savoir combien tu dépenses, etc. C'est des choses que les gens n'arrivent pas forcément à répondre tout de suite. Après, bon, c'est comme ça aussi, c'est peut-être très français. Tout de suite, dès qu'on parle de thunes entre potes, ça peut vite être le bordel. Personne n'a envie de donner exactement son salaire. C'est incroyable, ça. Dès qu'il y en a un qui a une belle voiture, ça peut vite tourner au mec qui se la pète, etc. C'est un rapport à l'argent qui est totalement différent des Américains, par exemple, et qui se répercute naturellement, on va dire, sur le fait que les gens n'ont pas forcément envie de parler de ce genre de sujet, donc s'éduquent pas forcément sur le sujet, quoi. Et je connais des gens qui... c'est très complotiste ce que je vais dire, mais je connais des gens qui pensent qu'il y a une volonté étatique de nous laisser la tête dans le sable. Ah. Parce qu'en soi, on pourrait créer un cours d'éducation financière, au même titre qu'on a de l'éducation civique. Je pense qu'on a tous été... on se rappelle tous de nos cours d'éducation civique. Je pense que c'est pas le truc qui a fait de nous de bons citoyens. C'est pas les 4 heures qu'on a passées, voilà. Pourquoi il n'y a pas, dès le collège, un cours d'éducation financière de quelques heures par mois même, tu vois. Et il y en a qui pensent que c'est, sans tomber dans le complotisme, mais que c'est une volonté étatique de laisser la tête dans le sable des gens, parce que moins le peuple maîtrise ce sujet, plus il est manipulable et plus il est docile. Ouais. Parce qu'en vrai, quand on parle d'éducation financière, on parle de reprendre le contrôle. On parle de reprendre sa liberté. Et est-ce qu'il y aurait une volonté étatique? Je sens que ça va se faire blacklister, ça. Est-ce qu'il y aurait une volonté étatique qu'on reprenne notre liberté individuelle? Pas gagné, tu vois. Je sais pas si tu as un avis là-dessus. C'est sûr, mais... Je pense qu'il y a plus. Ouais, il y a plus. Merci pour la balle. Merci pour la patate chaude. C'est cool. Non, mais je pense qu'il y a. Je pense qu'il n'y a pas une réponse directe, ça dépend vraiment quel est le rapport à chacun avec le gouvernement, de savoir si on nous ment pas sur des trucs, etc. Mais après, il faut savoir qu'en France, on est quand même très 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 bon, par exemple, dans l'épargne, c'est-à-dire qu'on épargne énormément, et en fait, c'est peut-être ça aussi qui nous sauve d'une manière ou d'une autre auprès des différents créanciers, des différentes personnes qui nous donnent de l'argent, où on peut s'endetter. Parce qu'en fait, les 3000 milliards et quelques qu'on a comme dette du pays, il faut bien qu'on continue de pouvoir emprunter pour tenir. Et c'est peut-être aussi grâce à nous, les Français, on va dire, qui continuons d'épargner, parce que les emprunteurs sont... Enfin, les créanciers qui donnent de l'argent à la France voient bien qu'en fait, il y a encore une énorme masse monétaire auprès des Français, et il y a beaucoup d'argent qui peuvent rester, qui peuvent faire une sorte de collatéral, c'est-à-dire d'hypothèque en fait sur d'effet de levier, et d'être sûr que en fait on a bien de l'argent en France pour payer nos dettes. Là par contre oui, ça peut être aussi complotiste de savoir si le jour où on n'arrive plus à payer nos dettes, est-ce qu'ils vont directement récupérer dans les livrets A et les assurances vie. Après, c'est à chacun, je pense, de savoir ce qu'il veut en faire. Ce qu'on peut déjà mesurer, je trouve, c'est que, alors effectivement, on est les champions du livret A, je crois, même si c'est
truc pas très rémunérateur, mais on est dans le top. Les livrets A, c'est pas juste de l'argent qui dort, c'est faux en fait. Alors je sais plus si c'est européen ou national, mais je crois qu'il y a les taux de la Banque Centrale Européenne qui dirigent tout. Mais en l'occurrence, les livrets A sont de l'argent qu'on prête à l'État pour que l'État l'utilise. Alors je suis pas un expert là-dedans, mais je crois en gros le deal c'est on l'utilise dans la défense et dans je sais même plus, je crois qu'il y a 2 grands domaines en fait, et l'argent des livrets A sert à ça. Et ça c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui existe depuis peut-être limite la création du livret A. Et il y a pas si longtemps, là en ce moment avec le contexte géopolitique, l'Ukraine notamment, il y a eu une sorte de rumeur où il y a eu, j'avoue, je lâche ça comme ça, j'ai plus les infos, mais il y a eu une rumeur, à un moment ça s'est enflammé complètement sur les réseaux, où ça a dit ils vont piquer nos livrets A pour aller armer l'Ukraine. Le raccourci il était fou quoi. Alors qu'en fait les livrets A servent à financer la défense nationale, et que en gros ce qui a été dit c'est que en fait ils allaient l'utiliser comme ils l'ont toujours utilisé, que ce soit au Mali, que ce soit changé, voilà, ça n'a pas changé, mais les gens c'est comme s'ils apprenaient une dinguerie. Putain, on va nous voler nos livrets A. Mais non, ton livret, il est déjà plus à toi. En fait, ça, c'est peut-être effectivement un manque de connaissances et d'éducation. On peut que imaginer si tout le monde se rend compte de la vaste fumisterie mais je crois que c'est le DG de Trade Republic qui en parlait sur le podcast Légende, où il disait normalement en fait ça devrait être rémunéré à 4%. Tout l'argent qu'on a sur les comptes courants, pas les comptes épargne, sur les comptes courants, ça devrait être rémunéré entre 3 et 4%. Parce que c'est l'Europe qui donne ce taux-là aux banques, et les banques, plutôt que de le rendre, elles le gardent. Et alors, encore une fois, je sais pas ce qui est vrai là-dedans, je suis pas un expert de la finance, pas du tout mon domaine, mais on peut que se dire, si les gens se rendent vraiment compte, le simple fait par exemple que le livret A par rapport à l'inflation il se fait écraser, pourquoi on est quand même les champions du livret A? Ça arrange quand même le pays qu'on soit les champions après, du livret A. C'est le produit le plus simple à mettre en place, que tout le monde peut avoir facilement, que tu peux ouvrir très facilement, etc. Et c'est vrai qu'il y a d'autres produits d'investissement qui sont tout de suite beaucoup plus compliqués, pas forcément plus compliqués à mettre en place, parce que justement des applis comme Trade Republic simplifient énormément, mais faut s'y connaître un petit peu. Et en fait, t'entends tellement d'arnaques à droite et à gauche que, notamment avec les cryptos ou quoi que ce soit, qu'il y a des gens, ils n'entendent que ça. Comme ils s'éduquent pas à côté, à la fin, ils finissent par juste se dire je laisse tout sur un livret A, au moins je serai tranquille. Ça tombe bien que tu parles des cryptos, c'était mon sujet. Juste après. Parfait, la transition. Paraît-il, je pense que l'investiture de Trump n'y est pas pour rien, mais paraît-il que 2025 sera l'année des cryptos. Paraît-il qu'il faut s'y mettre. Je pense que, on commence à beaucoup en entendre parler, voire même on n'entend que ça. Ouais. Mais en mal. J'ai une petite anecdote d'ailleurs là-dessus. Un jour, on bossait et il était un peu tard. Et il y a un mec qui est un astrologue, je crois, qui est hyper calé là-dedans, dans l'astrologie, et qui en fait se sert de l'astrologie pour donner des conseils avisés, notamment aux dirigeants, ou en tout cas aux C-level, tu vois, pour mieux manager ou mieux gérer, que ce soit des deals importants, etc. Il utilise vraiment l'astre pour ça. Il étudie ça, l'astre pour l'entrepreneuriat, tu vois, ou en tout cas le management. Et à un moment, il débarque dans notre bureau, donc c'est notre voisin de bureau. Il débarque dans notre bureau et il dit les gars, arrêtez tout, arrêtez de bosser, vous faites chier pour rien. Investissez dans la crypto. Comme ça. Et alors ça, il est rigolo, mais il a attisé notre curiosité. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'experts qui pensent que la crypto elle va exploser. Toutes les cryptos, enfin pas toutes les cryptos, je fais pas de conseil d'investissement là-dessus, mais il y en a beaucoup qui disent que ce serait débile de passer à côté de la crypto. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi, personnellement, du sujet crypto. C'est très geek, mais à la fois, ça devient de plus en plus un produit financier comme un autre. Je pense que c'est le problème un petit peu. Ça a peut-être mal commencé parce que c'était beaucoup trop geek au départ. Et en fait, dès que c'est devenu un petit peu mainstream, ça a été devenu connu pour des mauvaises raisons. Parce qu'il y a eu trop d'arnaques à droite à gauche. Moi, je fais très simple, je t'avoue, je me suis intéressé un petit peu à la partie technique parce que c'est ce qui me fait kiffer, évidemment. Mais vraiment... mesure gardée, c'est pas un truc qui m'intéresse trop non plus. Par contre, niveau investissement, je pense que notamment par exemple le Bitcoin a réussi à devenir pour beaucoup une sorte de valeur refuge, parce que en fait c'est devenu encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, mais ça paraît tellement peu probable que le Bitcoin devienne à 0%, à part s'il y a une coupure d'électricité mondiale. Ouais, mais là, ça sera le dernier de nos problèmes. Ça devrait, voilà. et puis ça paraît fou que certains commencent à investir là-dedans.
comme une vraie valeur refuge dans les cryptos de manière plus générale et sur des cryptos qui sont indexés au dollar ou quoi que ce soit. Donc il commence à y avoir des produits en investissement. Par contre, là où moi vraiment je me pose des questions, c'est à quel point la crypto va pouvoir être utilisée pour payer et pour vraiment être utile. On a vu des exemples, par exemple le Salvador qui a voulu décider en faire une monnaie officielle. Bon là ils sont en train un peu de faire machine arrière. Quand je parle à des gens qui ont quand même pas mal de cryptos ou qui, même en proportion de leur patrimoine, commencent à basculer plus vers les cryptos que vers la bourse ou vers des produits financiers plus classe, SCPI, et bah je leur demande mais tu dépenses, tu payes en crypto. Et globalement, à part un ou deux achats, parce que bah, c'est sur des serveurs ou des trucs un petit peu dans des pays un peu louche, un peu en dehors de l'UE, bah, en fait, tu finis par pas payer. Donc, de base, peut-être que la crypto, bon, on n'en saura rien parce que le fondateur veut pas se montrer, mais globalement, on n'en saura rien, mais ça reste quand même un sujet où est-ce que ça va vraiment être utilisé pour payer et une vraie monnaie virtuelle comme les médias n'arrêtent pas de dire, oui, ça se sent qu'ils connaissent pas vraiment le sujet, donc ça aide pas non plus à vulgariser correctement le sujet. Mais voilà, moi je le vois vraiment comme une manière d'investir, comme tu pourrais investir dans de la pierre, comme tu pourrais investir en bourse. Ça reste une monnaie qui est très volatile, qui garde encore énormément d'arnaques, etc. Donc à part le Bitcoin qui est un peu la monnaie originelle, franchement, je m'aventurerai pas trop dans les autres trucs. Je m'y suis un peu aventuré, mais sans trop de résultats et surtout c'était pas forcément mon intérêt. Mais trader sur de la crypto, ouais, faut s'y connaître quoi. Voilà. Mais c'est plus une crypto-monnaie à la fin, c'est juste ça un produit ça devient plus, soit d'échange, c'est du trading, soit c'est un produit d'investissement. Et c'est vrai qu'à la base c'est quand même une monnaie. Ça reste une monnaie. Ça a été fondé comme une monnaie. Et ça c'est peut-être le problème. Donc ça risquera sûrement en 2025 d'être la monnaie de la crypto. Mais à quel point en fait, c'est jusqu'à où ça peut aller. Et il y a plein d'applications qui sont super intéressantes. C'est clair que l'Ethereum par exemple, qui n'est pas qui est une autre crypto-monnaie et qui a un autre système derrière technique que le Bitcoin, a vraiment des applications qui peuvent être concrètes et qui peuvent être utiles, mais qui est malheureusement un peu occulté par ces problèmes d'investissement, d'arnaque, etc. et qui fait mauvaise presse en fait. D'arnaque ou même de projets sans fond. Ça, on l'a vu pendant le week-end qui a précédé l'investiture de Donald Trump. Les deux, la Melania et Donald, ils ont créé leur coin, ce qu'on appelle un meme coin en fait. Qui est une sorte de monnaie à leur effigie en fait, et ça a cartonné. Sauf que c'est sur la base de rien. Bon, ça a explosé juste après, mais là c'est que des bulles quoi. On est vraiment que sur des bulles. Déjà, c'est déjà fou que ce soit pas illégal. Enfin, c'est illégal, techniquement. Ouais. Mais c'est fou que ce soit pas... Créer une monnaie est interdit. Bah, créer une monnaie, mais surtout faire un système de pump and dump, c'est-à-dire d'augmenter la monnaie, d'en acheter énormément au tout début, quand ça vaut rien parce que on en est le créateur, et puis en parler parce qu'on est hyper connu et que en fait tout le monde va nous suivre un peu comme des moutons au départ. Et de garder 80%. De garder 80% et de revendre quand ça vaut $23 comme la monnaie Trump. Et c'est vrai que bah, ça, techniquement, c'est illégal. Enfin, en tout cas, en bourse, ça l'a été pendant des années. C'est le président des États-Unis qui fait ça. Ouais, donc ça paraît fou d'en arriver là. Après, bon, bah, ça fait partie du jeu, on va dire. Il y en a qui sont devenus riches, il y en a d'autres. Enfin, ça reste qu'un transfert de richesse entre des personnes. Il y en a qui sont devenus riches, il y en a qui ont perdu de l'argent. Bon. Tu crois, toi, au Bitcoin à 250 aujourd'hui, il a 100 000 à peu près, $100 000, le Bitcoin. Il y a des rumeurs comme quoi il peut atteindre les 250 000 en juin 2025. Chacun donne son chiffre. Hein. J'en sais rien. Franchement, là, pour le coup, je m'y connais pas assez. J'investis un petit peu, tu vois, mais très léger. Je mets pas grand-chose. Mais moi, je fais de toute façon, que ce soit la bourse ou même pour les cryptos, j'achète de façon lissée. C'est-à-dire que je regarde pas le cours de l'action ou de la crypto que je suis en train d'acheter. Je suis juste toutes les 2 semaines. Je me mets un rappel. Toutes les 2 semaines. Je paye. 2 semaines ou un mois, tout dépend. Et je me fous un petit peu du prix actuel. Je sais que juste globalement, bah, à la fin de l'année, j'aurais payé plus ou moins une moyenne l'action. Sur l'année. Et c'est très bien. Et je regarde pas le cours du Bitcoin quand il passe à 90 000 et quand il passera à 110 000, je regarderai pas non plus. Il va sûrement augmenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient en ce projet-là. Et c'est vrai que ça paraît fou que ça devienne, que ça n'existe plus. Après, bon, chacun décide de faire ce qu'il veut. Ça reste risqué. Ouais. C'est quoi tes conseils pour ceux qui s'y intéressent mais qui connaissent pas et qui sont pas du tout justement geeks, parce que toi c'est un peu biaisé, t'es
t'es issu de la tech, en Connais fait, t'es un un pur petit produit peu de la le- tech. Donc en Un fait, petit pour peu toi, ce qu'il y j'ai a en envie de dire, c'est assez facile de savoir, ok, ça pue l'arnaque, je le fais pas, parce que quand on parle de crypto, tout est numérique. C'est quoi ton conseil pour faire ça, pour celui qui veut se lancer, qui veut acheter 2-3 bitcoins, 200-300 000 euros, non, 2-3 cryptos, c'est quoi ton conseil pour aller vers des trucs sécurisés? Il y a des plateformes, il y a des... Il y a pas mal de plateformes qui existent. Après, bon, il y en avait une grosse qui était sortie, FTX, et puis en fait, il s'avérait que derrière, la gestion était catastrophique. Donc c'est toujours difficile aussi de croire totalement une plateforme. Moi, je pense beaucoup à crypto.com, qui pour moi fait largement le travail pour le moment et qui est assez reconnu, etc. C'est peut-être pas la meilleure, hein, évidemment. Les fous du bus qui sont à fond sur qui sont à fond sur les cryptos me diront que c'est pas la bonne manière de faire. Moi, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ce genre de choses. C'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, mais j'ai quand même envie d'investir. Je pense que ce qui est juste un petit peu dommage, c'est de vraiment pas s'y intéresser d'une manière ou d'une autre et de commencer à investir juste des petites sommes, juste pour voir ce que ça donne. Faut trouver la plateforme qui plaît. Après, voilà, tout dépend de votre niveau d'implication, parce que au départ, évidemment, les plateformes qui te font tout, elles vont te faire payer un petit peu plus cher les commissions. Donc, si tu peux payer par carte bleue des cryptos, bah, c'est possible et c'est très bien, mais c'est juste que derrière, la commission est plus importante. Donc, voilà, tout dépend de chacun. Moi, je conseillerais pas, même pas forcément crypto.com parce que je l'utilise. Chacun. En tout cas, de se diriger vers des des plateformes qui ont plutôt bonne presse, qui font de la pub. En Ouais, tout cas, il y a faire quelque chose de simple, quoi. Et un truc qui est sûr, c'est que s'il y a un mec sur Snapchat qui commence à faire des tu conseils voudrais pas crypto, venir sur Telegram et faire là, du faut dire non. copy En fait, trading. non, faut se diriger vers des plateformes qui acceptent les paiements dans notre devise, quitte à payer, je dis n'importe quoi, sur 100 balles, si on paye 10 balles de frais, je pense que ça vaut le coup. Parce qu'au moins, on se fait pas arnaquer, quoi. Parce que des propositions alléchantes, il y en a plein. De toute façon, d'une manière générale, quand on s'y connaît pas, je crois que le trading, c'est ce que tu dis, en fait, c'est qu'il faut pas se diriger là-dessus. Le trading, c'est de l'émotion, hein. Donc faut être trader, quoi. Que ce soit la bourse ou l'évolution des cryptos, le prix des cryptos, c'est que de l'émotion, hein. Comme le poker. Sinon, comme le poker, en fait. Et si tu réagis en même temps que tout le monde à l'émotion, tu peux faire des coups de poker, effectivement, comme avec Trump, et d'un coup, tu peux gagner beaucoup. Mais tu risques de perdre beaucoup, quoi. C'est comme un pari sportif ou quoi que ce soit, donc il y a que de l'émotion là-dedans. Donc des plateformes agréées, je crois qu'il y a des agréments, non, pour des plateformes, je sais plus comment ça s'appelle, mais crypto.com fait partie de ces plateformes qui sont assez safe. Encore une fois, c'est pas sponsorisé. Après, si crypto.com veut si vraiment passer sur cette vidéo et nous dire ok les gars, on peut faire un truc, on est ok, c'est un sujet qui nous intéresse. Mais non, il y a plusieurs plateformes, on pourra en mettre dans les liens de la description. Ça peut être intéressant de se diriger vers des plateformes, encore une fois, réputées, connues, même s'il n'y a jamais rien de safe. Parce que, comme tu le dis, demain, il y a une guerre nucléaire, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus d'électricité. Bon, ça sera sûrement le dernier de nos soucis d'avoir mis 1000 balles dans une crypto. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs à éviter, beaucoup d'arnaques à éviter. Et il y a des projets plus safe que d'autres. Donc, on essaiera de lister ça. Avant ce petit jeu là, fintech ou pas fintech, y a vraiment un truc qui est intéressant dans ton profil, dans ton parcours. Je sais pas ce qui t'attire dans la finance, mais il y a un autre projet sur lequel on a bossé ensemble, mais qui à la base est de toi, genre c'est toi à l'origine qui a donné l'idée, qui s'appelle Lepto, enfin Lepto Count exactement, qui est en fait une version un peu plus fun de TreeCount. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, TreeCount, en fait, c'est une application de gestion de dépenses partagées entre amis. Par exemple, on part tous les deux en festival. Je vais payer l'essence, tu vas payer le McDo. Toujours pas une vidéo sponsorisée McDo. Non, je rigole. Mais sponsorisé Lepto. Donc, je vais payer l'essence, tu vas payer le McDo, je vais payer les entrées au festoche, etc. À la fin, en fait, on va pas s'amuser à tout diviser en deux parce que c'est galère. À la fin, on va tout renseigner dans l'appli et l'appli va nous dire qui doit combien à qui. Je l'ai assez bien résumé. Donc, l'appli, ça fait 1 an qu'elle existe. C'est encore une fois un sujet dans la finance. Je sais pas s'il y a un truc qui t'attire vraiment dans la finance. Je pensais pas. Pur hasard. Non, je pensais pas. Alors Lepto, pour le coup, je pense que c'est parce que j'utilisais beaucoup TreeCount, qui est le concurrent numéro 1, enfin qui est la référence numéro 1. Faut avouer que quand même ils ont répondu aux besoins il y a plusieurs années et ils sont au top. Et c'est vrai que j'étais venu, on a décidé de partir sur ce projet-là. Moi, c'était surtout sur la partie expérience utilisateur, technique. Je pense qu'on peut apporter beaucoup plus que ce qu'ils proposaient, que TreeCount proposait ou même d'autres concurrents. Et en fait,
Non, même pas pour So What, parce qu'il n'y a même pas de corrélation. C'est vraiment juste, Raphaël est venu avec cette idée. Il m'a contacté sur cofondateur.fr, et puis finalement, à la fin, on s'est dit, pourquoi pas. Moi, j'ai trouvé que l'idée me bottait bien, et il se trouvait que c'est dans la finance, mais ouais, rien à voir. Ouais, parce que souvent, là, on commence justement à s'éduquer à la finance, plutôt quand on commence à avoir 30, 32, quand on commence à avoir du patrimoine. Et surtout, So What, il y a un truc, je me rappelle que Raphaël a dit dans les... comment ça s'appelait, les interviews. Non, pas les interviews. Vous faisiez un truc tous les jeudis avant la sortie de l'app. Les interviews qu'il faisait lui-même, quoi. Ouais, exactement. Il expliquait, en fait, ça vient d'où So What. Je trouvais ça hyper pertinent et je trouve que ça résume extrêmement bien l'appli. Je sais pas si je vais te le laisser le dire parce qu'après je vais voler le ou alors j'ai bien révisé le truc. Vas-y pour voir si alors de ma compréhension si en fait les applis qu'on a actuellement ou les moyens au sens large, même un simple Excel qu'on a actuellement, ça nous donne une vue à l'instant T qui est donc, vu que l'argent c'est un flux continu qui est donc forcément erroné, ça nous donne une information à l'instant T de j'ai combien, j'ai quoi en argent, si je le fais très simple. Et la réaction qu'on doit avoir face à ça, c'est et quoi et alors so what, quoi. Et genre c'est cool, mais la vraie question avec l'argent que j'ai, c'est, enfin, on s'en fout d'avoir de l'argent qui dort. Ce qui est important, c'est j'ai un projet. Est-ce que je peux me servir de l'argent que j'ai pour financer ce projet ? Est-ce que je peux me le financer moi-même ? Est-ce que j'ai assez d'argent finalement ? Et en fait, aujourd'hui, toutes les solutions nous donnent qu'une vision à l'instant T des choses. Tu l'as dit très bien tout à l'heure. C'est pas parce que j'ai 8 000 euros, 10 000 euros sur un livret A que je les aurai dans 6 mois, parce que dans 6 mois, ça se trouve, j'ai un projet voiture, parce que ma voiture qui va crever. Enfin, là, c'est une vision long terme de l'appli, mais j'ai les impôts, j'ai le foncier, j'ai avec, j'imagine, une notion d'anticipation, parce qu'aujourd'hui, enfin, tous les ans, il y a tout qui augmente. Ouais, et puis même les vacances d'été, quoi. Là, on est en hiver, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire pendant l'été, et puis savoir le budget qu'on va pouvoir se permettre d'avoir, et puis surtout de savoir un petit peu plus simuler dans le futur combien on va avoir. Si notre but c'est de pouvoir se payer des belles vacances à 3 000 euros, il faut peut-être savoir déjà combien il faut épargner par mois pour y arriver, tout en gardant que il faut aussi que je mette un petit peu de côté pour la voiture, un petit peu de côté pour les impôts. Et ça, ça peut pas nous suffire, juste un solde d'un livret A, c'est pas suffisant, quoi. Oui, parce que les applis qu'on a aujourd'hui nous regardent un peu dans le rétroviseur, c'est-à-dire qu'elles nous disent voilà toutes les dépenses que tu as eues, parce que souvent il y a beaucoup de stats, etc. Voilà toutes les dépenses que tu as eues, voilà l'état à l'instant T. Il y a quelques banques, je crois Boursobank le fait, qui proposent des prévisions plus ou moins fiables. Ouais, il commence à y avoir d'autres trucs. Les banques elles-mêmes utilisent l'open banking et se connectent entre elles pour justement permettre de connecter ses propres... à Boursobank par exemple, de connecter d'autres banques en elles-mêmes. Elles ont bien compris que ça répondait à un besoin et que ne serait-ce qu'en fait la proposition numéro 1 qui paraît un peu bête, mais qui en fait maintenant le permet, l'open banking, c'est de pouvoir connecter tous ces comptes au même endroit. Et en fait, c'est déjà bête, mais il y en a plein de personnes qui se retrouvent à avoir 2-3 comptes bancaires à différents endroits, que ce soit le livret A, que ce soit le compte courant, un deuxième compte courant peut-être, un compte commun, et qui ne l'ont pas mis au même endroit parce que l'un propose un meilleur produit de compte commun dans une banque, l'autre c'est le compte courant, etc. Et naviguer entre trois apps ou quoi, c'est déjà une sorte de barrière à l'entrée où il faut dire en plus je dois gérer trois banques en plus de devoir gérer mon budget, quoi. Donc c'est compliqué de savoir ce qu'on a aujourd'hui, mais en plus c'est compliqué de se projeter. Elle est là votre promesse, c'est que vous êtes vraiment orienté vers l'avenir et vers en fait je pitch il le pitch mieux que moi. Vous êtes vraiment orienté vers contrairement à ceux qui regardent dans le passé, vous regardez vers l'avenir avec vous tirez en fait, faites des propositions, vous tirez un trait sur l'avenir avec enfin, j'imagine, mais peut-être que par rapport à la vétusté d'un véhicule, ça va dire peut-être que dans 5 ans, il va falloir changer de véhicule, ça coûte en moyenne 20-25 000 euros. Anticiper ça. C'est notre but, notre but à la fin. Ouais, mais ça, c'est hyper intéressant. Et tout ça permet de savoir si aujourd'hui, l'argent que j'ai aujourd'hui me permet de pouvoir me payer les vacances d'été, par exemple, en prenant en compte tout ce contexte-là. Et ça, c'est vraiment la base de l'éducation financière, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a combien j'ai, c'est la première base, et que peu de gens ont, mais en plus, il y a combien je vais avoir, parce que c'est un flux continu, ça ne fait que varier, et il faut anticiper tout ça. Et ça, il y a un vrai besoin là-dessus. Ouais, et ça demande déjà d'avoir un bon outil, quoi. Ça demande un bon outil accessible, simple, pour monsieur tout le monde. Là où un Excel, c'est un outil accessible, mais tout le monde ne sait pas faire des Excel qui sont pratiques, avec une vision justement long terme, avec des anticipations. Par exemple, j'imagine que si on sait qu'il y a une augmentation de 5% du foncier depuis 5 ans,
peut-être qu'on peut appliquer, on peut projeter une future potentielle augmentation de 5%. Oui, ou un changement de salaire tous les ans parce qu'il y a une petite augmentation. Ouais. Bah, tout de suite, on peut voir, simuler, savoir comment ça va varier dans le futur, parce que c'est le plus important finalement. Ah, c'est hyper smart. C'est hyper smart. J'ai hâte de voir. J'espère que vous allez lever des fonds et que vous allez pouvoir aller au bout de l'histoire, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin. Moi, je suis persuadé, je serai le premier client. D'ailleurs, tous mes comptes sont déjà connectés à l'application. Merci. On va finir avec ce petit jeu quand même. Je vais te citer des noms et tu vas me dire si c'est fintech ou pas. Ok. Après, si tu peux compléter pourquoi c'est fintech en un mot, ça permettra encore une fois de mieux comprendre voilà, de quoi on parle. Si je te dis Stripe. Fintech, parce que c'est une solution qui pour les devs est super, c'est-à-dire qu'elle permet vraiment d'ajouter un moyen de paiement sur les applis mobiles, sur les sites web, et de pouvoir justement mettre en place tout ça, partie sécurité, etc. Ça demande beaucoup de temps, et Stripe l'a super bien simplifié, moyennant une petite commission qu'ils prennent, pour justement l'intégrer aux solutions numériques, quoi. Carte bancaire. Non, pas fintech, c'est pas une tech de base, mais effectivement ça fait partie de la finance. Coinbase. Coinbase, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies et d'achat de crypto-monnaies, donc fintech. PayPal, fintech qui existe depuis bien longtemps, c'est peut-être les premiers. Bitcoin. Et Bitcoin, non. Pour le coup, c'est une tech en elle-même, c'est une tech dans la finance, mais on peut pas forcément considérer ça comme une fintech, c'est pas une start-up en elle-même. Agence Crédit Agricole de Saint-Quentin-la-Poterie. C'est dans le Gard, je précise. Peut-être s'ils ont créé une appli, je la connais pas personnellement, mais si vous nous regardez, l'agence Crédit Agricole. Big up à vous. Revolut. Revolut, fintech, et ouais, ils ont réussi à trouver, c'est ce qu'on peut appeler les néobanques. Ils ont vraiment réussi à creuser un marché. Il y a eu plein de néobanques qui sont sortis il y a 3 ans à peu près, ou 3-4 ans, où tout le monde essayait de toucher toutes les populations différentes que ça, et des jeunes de 15 ans aux vieux, pour leur proposer une appli parfaite qui répondra à leurs besoins. Revolut a réussi à trouver le bon créneau pour eux, quoi. Et enfin, ChatGPT. Non, pas fintech. Pour le coup, on est vraiment sur la tech. Je sais même pas comment on appellerait ça. Mais tech tout court, peut-être. Ouais, vrai tech, ouais. Bon, en tout cas, merci Hugo. Merci à toi. On a peut-être dépassé, mais le sujet est passionnant. Peut-être que ça fait plus d'1 heure qu'on parle, je sais pas, on verra au montage. Pas, ouais. Mais ton parcours, il est hyper intéressant, et il y a de tout. Il y a du conseil dans ce que tu nous as dit, il y a de l'inspiration. Moi, j'ai hâte de voir l'évolution de ce projet, So What. J'espère vraiment que... alors, je connais pas encore Raphaël, mais quand tu me parles de ton projet, j'ai 1000 idées qui me viennent, et moi, je pense qu'il y a un potentiel de fou. Donc, il faut vraiment... le nerf de la guerre, de toute façon, des startups, c'est les finances. Et vous avez besoin d'atteindre un volume critique pour que ça marche. Donc, j'espère vraiment, et si cette vidéo peut aider à donner un peu de visibilité, et si ça peut aider justement à boucler un tour de table, et franchement, ça... J'espère, franchement, merci. Franchement, ce serait chouette. T'auras une petite commission. Non, mais c'est un projet qui doit arriver. J'espère qui arrivera, un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, ça arrivera. J'espère que le complot sur l'État qui veut pas qu'on s'éduque financièrement, il est faux. Ils y arriveront et que ça restera qu'un complot. Parce que clairement, en fait, l'éducation financière, c'est vraiment la base. Et ce genre d'appli, c'est la base. C'est comme ça qu'on va s'éduquer financièrement, parce que vous apportez le côté ludique dont on a besoin. Donc, merci pour cette heure passée merci avec à toi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus. On essaye de proposer tous les mois du contenu de qualité avec des personnes de qualité, des invités de qualité. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à liker la vidéo, ça nous aide énormément, à vous abonner, parce que chaque mois, en fait, on va sortir une histoire qui traite d'un sujet, alors globalement autour de la tech, du business, également du branding aussi, en fait, vraiment tout ce qui tourne autour de ça. On va avoir des invités, on va avoir des histoires, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo aussi si vous avez aimé. Si vous avez un avis sur... tout ce qu'on a abordé sur ce sujet, si vous pensez que l'éducation financière doit faire partie des cours dès le collège ou dès l'école primaire, peut-être, mettez-le en commentaire, je serais assez curieux d'avoir votre avis. Et je crois qu'on peut s'en arrêter là. Tout est dit. Tout est dit. Allez, ciao. Ciao. Ce contenu est soutenu et proposé gratuitement par Tizi, un cabinet de conseil et d'expertise en informatique spécialisé en web, mobile et cloud.
Le numérique, ou le digital comme on l'utilise souvent en France, est devenu un des pôles les plus stratégiques pour les entreprises partout dans le monde, et ce, qu'elles soient petites ou très grosses. Outre les entreprises, il est important à titre personnel de comprendre ce qu'il se cache derrière le numérique, en partant de la tech jusqu'à la communication et l'identité de marque, ce qu'on nomme vulgairement le branding. Sauf que le numérique, ce n'est pas accessible à tout le monde. Il peut être difficile de comprendre les enjeux, mais aussi la causalité entre l'évolution technologique et le succès ou les échecs de certains projets, qu'ils soient associatifs, personnels ou entrepreneuriaux. Alors, merci à Tizi de soutenir cette chaîne qui permet de raconter des histoires simples afin de comprendre des sujets complexes dans l'univers de l'informatique, de la tech, du branding et pourquoi pas de l'anthropologie et de la psychologie. Le numérique peut être votre pire ennemi comme votre plus grand allié. Comprenez-le pour comprendre davantage comment le monde fonctionne et si vous préférez lire ou si vous voulez encore plus d'histoires, vous trouverez en description le lien vers la newsletter qui complète cette chaîne. C'est encore une fois totalement gratuit et ça vous permet de prolonger l'expérience en recevant chaque semaine un nouvel épisode dans votre boîte mail.